Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Five, four, three, two, one, zero. All day. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Allez, bonsoir à tous, il est 20h sur les antennes de Radio Talk Sport et le lundi à 20h c'est place au hand. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est toujours avec un réel plaisir de partager avec vous plus d'une heure et demie de notre sport favori qui est le handball. Au programme ce soir de la LNH avec la 9e journée du championnat marquée par le transfert de Lucas Karabatic du côté de Aix-en-Provence, et il sera avec nous dans quelques minutes pour nous parler un peu de son avenir et de son ambition avec son nouveau club. On enchaînera forcément avec tous les matchs de la LNH. On parlera après en deuxième partie de soirée le zoom de la semaine sur le club d'Ivry. Le 26 novembre, l'Assemblée Générale va élire son nouveau comité directeur et Marc-Olivier Albertini, ancien gardien d'Ivry, est candidat à la présidence du club. Il sera avec nous dans une quarantaine de minutes. On parlera également de la Ligue des Champions, forcément. Montpellier a réagi, mais par contre Chambéry coule à domicile. Chronique d'un échec en Ligue des Champions cette année avec nos spécialistes. Et on finira forcément, vous en avez l'habitude, par la Pro D2 et Sébastien Mangin. Alors, mes trois compères du lundi sont avec moi. Tout d'abord, honneur au retour de Stan qui est présent avec nous ce soir. Bonsoir Stan. Bonsoir à tous et à tous, et bien sûr un réel plaisir de vous retrouver où vous m'aviez manqué, les amis. Il y a également le pivot Tremblay, Benoît Perabou. Salut Ben. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et puis l'ailier gauche de Aix-en-Provence, le club qui a été bien mis en lumière cette semaine. Bonsoir Mika. Salut tout le monde. Alors, vous en avez l'habitude, on va commencer par vos matchs, messieurs. On va commencer par Tremblay, qui a littéralement surclassé Saint-Raphaël. Alors, Benoît, est-ce qu'on peut parler de match de référence quand même ? Oui, c'est ce qui est un peu ressorti dans les différentes interviews des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est que c'est le match le plus abouti. Et depuis un certain nombre d'années que je joue à Tremblay, c'est vraiment celui qui s'est inscrit sur toute la durée du match, c'est-à-dire les 60 minutes, où que ce soit défensivement ou offensivement, on a réussi à imprimer un rythme assez élevé et le tenir pendant toute la durée du match, et donc c'était important, c'est vrai. Alors c'est vraiment Tremblay qui a vraiment haussé son niveau de jeu, ou alors vraiment Saint-Raphaël a également été vraiment dans une forme moindre ? Tu sais que tout est lié un peu, donc c'est vrai que on fait un sport de combat, un sport d'engagement. On a mis la barre assez haute d'entrée. On a mis beaucoup d'intensité défensive. Notre gardien derrière, Milan Malina, a fait un match remarquable, et ensuite on a pu développer notre jeu rapide, que ce soit sur montée de balle, contre-attaque ou même engagement rapide. Et c'est vrai qu'on a été presque insolent de réussite sur toutes ces phases de jeu-là. Et du coup, l'écart s'est creusé. Le petit manque de rotation de Saint-Raphaël avec les quelques absences ne les a pas non plus aidés. Et voilà, l'addition s'est corsée pour eux. On était à domicile, le public avec le public, galvanisé. Et c'est vrai que du coup, l'addition est lourde pour Saint-Raphaël. Mika ? Ouais, je voulais savoir où se situait le curseur d'agressivité de Tremblay, parce qu'on sait que quand vous faites des bons résultats comme ça, en général, c'est que la défense était vraiment rugueuse à la limite du règlement. On se rappelle de ce match contre Chambéry que vous avez gagné à la maison. Est-ce que c'était un peu le même type de match ? Non, pas du tout. Contrairement à ça, vraiment notre prestation défensive a été avec une très bonne intensité, mais vraiment loin de l'intensité qu'on avait pu mettre, qui était vraiment, comme tu l'as dit, à la limite du règlement contre Chambéry. Et là, contrairement, il y avait beaucoup d'intensité, mais ça a été fait de manière assez propre, et franchement, c'était complètement dans le cadre. C'est eux qui
ont complètement déjoué et comme je disais, par leur manque de rotation, n'ont pas trouvé d'autres solutions et du coup, cet écart a été très important, mais pas voilà, dans la limite du raisonnable. Est-ce que vous aviez la pression avant ce match-là ou vous étiez serein et sûr de cette victoire? Non, on n'avait pas, on n'était pas serein du tout parce que voilà, on avait une sortie d'un match délicat à Cesson. Pression, on en a comme tous les joueurs avant chaque rencontre importante. C'est vrai que Saint-Raphaël n'était pas spécialement dans une forme aussi resplendissante ces derniers temps. Nous, à domicile, on est quand même sûr de nos valeurs et donc c'est vrai que on était à l'affût de tous les petits détails et donc on a essayé de tout regrouper pour que ce match-là se passe dans les meilleures conditions, mais pas plus de pression que ça. On savait que c'était un match important et que on se devait de faire une belle prestation, mais c'était pas un match capital. C'était un match qu'il fallait qu'on prenne par le bon bout et qu'on le mène de bout en bout. Alors merci, vous m'avez fait gagner de l'argent. C'est gentil. Alors dans quelques minutes on reçoit, alors c'est vraiment pas une transition toute trouvée, hein. Dans quelques minutes on reçoit Luka Karabatic, donc vous inquiétez pas si on coupe un peu la parole à nos spécialistes, hein, parce qu'il va appeler, donc il sera directement en direct. Grâce à cette victoire, vous passez devant Saint-Raphaël, vous vous replacez un peu au classement. C'est vrai qu'il est très serré entre Tremblay 8e et Dunkerque 3e. Il y a entre guillemets que 4 points qui les séparent. Prochain match, un petit derby francilien, Créteil-Tremblay. On a l'impression quand même que ce match-là peut peut-être être le tournant pour Tremblay et vraiment donner suite pour la saison, hein. Ouais, j'aimerais bien, mais c'est vrai qu'on a déjà eu beaucoup l'occasion d'avoir ce tournant-là. On n'a pas su le saisir à Célestat, par exemple, après à Cesson. À chaque fois, c'était le bon moment. Avant Cesson, on sortait de 2 victoires à domicile et on avait eu une semaine internationale pour bien préparer la rencontre. On n'a pas réussi à s'imposer à Cesson, donc c'est souvent le bon moment, mais souvent on a du mal à passer cette marche et justement à s'imposer à l'extérieur. Et comme tu disais, on s'est replacé au niveau du classement, mais on peut très bien retomber rapidement si on n'enchaîne pas. Et donc à nous de pouvoir aller récupérer des points à l'extérieur pour vraiment s'imposer dans ce haut du tableau et pouvoir y rester, car si on n'est pas capable d'enchaîner et de prendre des points à l'extérieur, on va continuer à vivoter entre la 10e et 7e place. Donc match à suivre, Créteil-Tremblay. Il y aura Pierre Mangeot qui sera pour nous du côté de Créteil pour suivre un peu ce match. Vous avez l'habitude de retrouver les interviews d'après-match et les réactions. On va passer... Faisais pas les cons quand même, hein. Pardon ? Ouais, non, mais on se doit maintenant. Avec Tremblay, on n'a pas beaucoup de certitude à l'extérieur, donc c'est vrai. À nous à faire un match plat et d'essayer de pouvoir remporter ce match qui lui se paraît encore plus important maintenant vu notre performance de vendredi dans la suite de notre remontée au classement. Il n'y aura pas Gilbert normalement. Mais bon, ouais, j'ai lu ça. Apparemment, ils veulent peut-être faire appel, mais normalement, on devrait être absent. Mais faire attention quand même à toute cette jeune génération de Cristoliens qui montre le bout de son nez de manière assez incroyable, que ce soit Desca, Minel, et donc à nous à leur montrer que voilà, des anciens, on va pas se faire marcher dessus par les jeunes et qu'on va pouvoir remporter ce match. Alors, on passe à l'autre match de notre spécialiste, Michael Hilles. C'était Aix-en-Provence qui se déplaçait du côté de Montpellier. Victoire de Montpellier 36 à 32. J'ai l'impression qu'on se répète chaque semaine, Mika, mais c'est vraiment encore... allez, pas passer loin, vous mourrez à quelques points de Montpellier, Mika. Donc, d'un côté, c'est une défaite, mais rassurante, comme toutes les défaites que vous avez eues depuis le début de la saison. Ouais, mais bon. C'est gentil. Mais non, mais c'est vrai que c'est paradoxal quand même. Mais... Pour des deux l'année prochaine, on sera rassurés. Non, mais c'est certes, on n'a pas fait un match mauvais, mais quand on revoit la vidéo, on a quand même des regrets parce que on a quand même donné beaucoup de ballons à l'adversaire, que ce soit en attaque sur des pertes de balles un peu rapides ou
ou en défense sur des oublis individuels qui amènent des buts au bout de 5 secondes d'attaque. Donc on est vraiment frustré. Bon, on n'a pas été aidé par l'arbitrage en fin de première mi-temps. On se fait sortir 3 joueurs, on finit la mi-temps à 6 contre 3. C'était un peu compliqué. Mais en deuxième mi-temps, on a vu que, contrairement à d'habitude, c'était Montpellier qui avait un peu de manque de rotation, contrairement à nous qui avions un banc très fourni et on a pu faire tourner l'effectif. Et on a vu que Montpellier était fatigué dans le dernier quart d'heure, ils avaient du mal à replier. Malheureusement, on a les ballons pour revenir, mais on bute sur le gardien et finalement, on vient encore mourir à quelques unités. Mais comme tu dis, c'est toujours la même histoire. Donc, il va falloir, à défaut d'être bon, il va falloir commencer à gagner. Benoît? Oui, Mika, tu as vu le retour de certains des joueurs qui avaient été un peu bannis ces derniers jours. Dans quel état d'esprit tu les as vus? On voit qu'ils sont contents de rejouer. Ils sont tous, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt impliqués. Pour tout te dire, j'ai pas vraiment ressenti de problème particulier par rapport à l'entourage où le public de Montpellier était vraiment content de les revoir. J'ai, Oui, mais par rapport justement à leur relation, on a senti que dans le groupe, il y avait eu Avec quelques notamment Michael Guigou. tensions, notamment avec Guigou. Donc, dans quel, voilà, est-ce que ça a pu se ressentir sur j'ai pas certaines phases de jeu ou certains moments un peu plus délicats où on sent qu'il y a quand même une certaine animosité Non, j'ai pas. Honnêtement, en étant à l'intérieur du match, j'ai pas forcément ressenti de problème relationnel. Après, l'aile gauche, Miga Guigou, c'était plutôt de l'autre côté du terrain, donc c'est sûr qu'ils ont plutôt tendance à jouer vers la droite que vers la gauche, mais bon, je pense que c'était quelque chose d'assez récurrent à Montpellier déjà. Alors, Mika, alors que Lucas va pas tarder à nous appeler. Vraiment, j'ai essayé d'appeler, mais ça n'a pas répondu. Ouais, donc si Stan en off pouvait faire le nécessaire. Mika, justement, c'était le retour, comme l'a dit Ben, du côté de Montpellier de Karabatic et compagnie. Ils ont été, paraît-il, ovationnés par le public de Montpellier. Est-ce que tu as senti vraiment une ferveur de ce côté-là? Ouais, le public de Montpellier, oui, c'est un très bon public et je pense ils ont plus souffert de cette affaire que dans le sens où Montpellier est un peu eu une descente aux enfers au niveau des résultats, plutôt que vraiment une animosité envers les joueurs. Pour l'instant, contrairement au club de Montpellier, le public soutient, donc à voir les suites de l'affaire, comment ça se passera s'il y a des rebondissements. Et on a, comme promis, Lucas Karabatic avec nous. Bonsoir Lucas, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Alors, Lucas, juste avant, sachez qu'Andé a été l'un des seuls médias à ne pas médiatiser les affaires entre guillemets de Paris. Donc, on restera sur la même ligne de conduite aujourd'hui. On parlera que du sportif, sachez-le. Donc, pas de piège, rien du tout. Alors, c'est plaisir. Alors, tout d'abord, Lucas, pas trop dur de quitter vos coéquipiers de Montpellier en cours de saison comme ça? C'est sûr que c'est assez particulier comme sensation. Voilà, après un mois de compétition, de quitter ses partenaires comme ça, ça fait un peu bizarre. Donc voilà. Mais bon, j'ai retrouvé un club assez vite, donc j'ai pas trop le temps de m'habituer sur mon sort et ça c'est bien. Est-ce que vous avez pu quand même leur dire au revoir à tous et peut-être aussi vous expliquer? Ouais, j'en ai vu quelques-uns, ouais, les joueurs avec lesquels j'étais proche, tout ça. Donc voilà, j'ai pas pu forcément les voir tous parce que c'était compliqué pour moi d'aller au club, tout ça. Donc ouais, mais bon, j'ai eu la majorité j'ai pu les voir avant de partir. Alors, Lucas, vous voulez maintenant du côté d'Aix-en-Provence. Donc, mis à part pour Michael Ilès, pourquoi avoir choisi Aix-en-Provence? Je dirais que déjà c'est le club avec lequel j'ai eu le plus d'affinité quand ils sont rentrés en contact avec moi. J'ai senti voilà qu'ils avaient vraiment envie que je rejoigne leur rang. Ils avaient envie avec moi de m'aider à passer cette période difficile. Et vraiment, il y avait un discours qui était vraiment encourageant dans ce sens-là. Donc je dirais que c'est la première raison qui m'a poussé à ça. Et puis voilà, après ils m'offraient la chance de continuer ma saison, de reprendre ma carrière. Et moi, j'étais très, 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 comment dire,
très intéressé par la En tout cas, on a vu ton frère Nico revenir en très grande forme. Je voulais savoir dans quel état physique étais-tu toi après cette période sans compétition. Ben, l'état physique, je dirais un bon état physique parce que ben voilà, du jour où j'ai pu m'entraîner avec Montpellier, ben je suis direct passé à autre chose, enfin dans le sens où je me suis pas laissé aller, je suis direct j'ai repris l'entraînement ben, au début voilà avec Nico parce qu'on était tous les deux, on pouvait pas voir les autres, donc on était à deux, on allait courir, on faisait de la muscu, on essayait un peu de faire un peu de ballon tous les deux, donc j'ai vraiment réussi à continuer l'entraînement, à m'entretenir physiquement, ce qui fait que j'arrive plutôt en bonne forme. J'ai fait des tests à Aix jeudi qui étaient bons aussi, donc de ce côté-là vraiment il y a aucun problème. Que Nico est rentré un petit peu pour la décision d'aller à Aix. Est-ce que Nico t'a donné son avis par rapport à ça ou? Bah ouais, enfin on en a parlé tous les deux. C'est vrai que quand j'ai eu cette proposition d'Aix, ben j'en ai fait part aussi. Et bon déjà moi je trouvais que c'était une excellente idée et lui était d'accord aussi. Voilà, il a vraiment donné un avis favorable sur ça. Donc moi ça m'a conforté dans ma décision de venir à Aix aussi. Tu arrives à Aix avec une concurrence assez rude avec 3 pivots. Quel a été le discours du coach et toi comment tu vas te positionner dans cette concurrence qui me paraît quand même déjà assez dense? Ben moi j'arrive j'arrive en toute humilité, je viens, enfin dans ma tête je viens pas pour prendre la place de quelqu'un, mais je viens pour aider un groupe à se maintenir dans l'élite, donc je vois pas forcément. Enfin, moi j'ai essayé d'amener de la concurrence saine et essayer voilà en entraînement, en match, essayer d'apporter de l'envie et voilà, après on verra, enfin j'ai envie de dire le plus important ce sera l'équipe et les résultats qu'on aura, donc moi j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et essayer de faire ma place dans le groupe et essayer de mieux mes coéquipiers. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu ressens ça un peu comme une frustration, le fait de quitter Montpellier, parce que t'es au club toujours, t'as joué là beaucoup sous la coupe de ton frère. Est-ce que tu vois ça comme un nouveau départ dans ta vie dans le valeur? Est-ce que je vois ça comme quoi? J'ai pas compris. Comme un nouveau départ dans ta vie de vendeur. Est-ce que tu bah, moi, je vois ça comme une nouvelle étape dans ma carrière. Et je pense une étape qui peut me faire vraiment progresser, me faire mieux. Moi, j'essaie de prendre comme ça. Enfin, c'est vrai que depuis que j'ai repris Lens, ben, j'ai toujours évolué qu'à Montpellier. Donc, c'était chaque année, j'étais joué le titre. C'était voilà, la gagne dans toutes les coupes. Et c'est vrai que là, arriver dans un club qui joue le maintien, ben, pour moi, c'est une autre expérience. Mais franchement, pour moi, c'est tout aussi excitant. Je dis que voilà, de jouer tous les week-ends, de jouer des matchs couperés, je pense que au niveau de l'expérience, pour un joueur, ça peut vraiment être bénéfique. Donc moi, j'ai fait des choses dans ce sens-là. Et je pense que ça peut vraiment être un super challenge. La question de Ludo, en fait, Lucas, c'était, il en avait deux. Je vais déjà te poser la première. La semaine prochaine, il y a le match contre Cesson. Est-ce que tu seras sur le terrain? Ben ça, je sais pas encore. Ça dépend pas de moi. Je sais que le club est en train de faire toutes les démarches nécessaires et tous les papiers qu'il faut, donc je sais pas encore si je vais être qualifié. Il y a des chances que je sois, mais je suis pas sûr. Je réponds bien, je suis pensé à tout ça autour, donc moi je pense que le fait d'être sur le terrain, ça va vraiment beaucoup m'aider et je vais pas penser à tout ce qu'il y a autour. Ouais, j'essaie d'aller de l'avant. Reconstruire. C'est si Lucas avait un petit mot aux supporters montpelliérains qui ont eu la déception quand même de vous perdre. Ouais. Ah ouais, mais c'est clair que comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais très touché par les témoignages des supporters à Montpellier qui malgré tout ça étaient toujours envie de me voir porter le maillot, qui ont continué de m'encourager, donc c'est clair que ça fait chaud au cœur. Comme j'ai dit aussi, il y a des choses que je regrette, mais il faut que je pense à ma carrière et il faut que j'aille de l'avant, donc voilà. Mais je les remercie pour ça. Donc ouais, sur l'interview décalée, plutôt on va essayer de faire un petit peu de la rétro et voir tes avis à toi. Donc je voudrais que tu me donnes d'abord ton meilleur souvenir handballistique. Meilleur souvenir handballistique. Ouais.
Bon, comme ça, si vous en trouvez un. Bon. Il en a Bah, tellement, lui. Moi, c'est pas dur à Non, c'est vrai trouver. que c'est le mauvais non plus, c'est vrai que comme voilà, on a eu pas mal d'études, tout ça, c'est vrai que ça fait des bons moments. Après, pour moi, au tout début, c'est vrai que quand on a fait médaille de bronze avec l'équipe de France Junior, c'était un moment aussi particulier, c'était vraiment un moment spécial, donc ça, je dirais que ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et ton pire souvenir en balistique? Pire souvenir en balistique, je dirais le coup de la Ligue à Miami. D'accord. J'étais vraiment déçu. Excuse-moi, t'avais fini? Non, parce que j'avais fini. Avec tes connexions, là, on est un petit peu perturbé. Moi, je voudrais savoir l'équipe où tu n'irais jamais jouer. L'équipe de quoi? L'équipe où tu n'aimerais jamais aller y jouer. Je n'aimerais jamais jouer. Ouais. J'aimerais jamais jouer. Faut jamais dire jamais. Effectivement. Ouais, déjà, et puis non, c'est difficile comme question. On sait jamais, ça sera mal entendu. Que je déteste ou quoi, donc franchement, là, je ne sais pas quoi répondre. Ou HBC la famille. Toi? Tu vas jamais jouer au HBC la famille. Non, c'est une Ah. plaisanterie. HBC la famille. Un club dans l'Est. Je pensais qu'il allait dire Tremblay, mais non. Donc, l'équipe que tu rêverais d'aller jouer. Où je rêverais d'aller? Ouais. D'aller, c'est des grosses équipes qui jouent le Final Four tous les ans. Et des équipes comme ça, c'est sûr que ça fait rêver. Des équipes comme Barcelone, Kiel, c'est sûr que d'évoluer dans ces équipes, ça serait un rêve. Ouais. Normal. Le joueur que tu détestes. Le joueur que je déteste? Ouais. Vous pouvez dire Benoît ou Michael, il n'y aura pas de danger. Ouais, ce sera plus facile. Prends ceux que tu connais, voilà, je veux bien le prendre. Non, mais il y a un joueur il y a un joueur comme Johnny Hansen, un coupeur de tête, un bon. Lui, j'aimerais pas trop jouer contre lui, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est un assassin sur le terrain. La petite question, bien sûr, Benoît Perabou ou Michael Ilès? Et là, il a pas le choix, de toute façon, tu l'as piégé. Ah ouais, le capitaine de mon équipe. D'accord. Bien sûr, Lucas, tu veux la petite phrase que tous nos invités ont la gentillesse de dire pour nous. Ici, Luka Karabatic, bienvenue sur Radio Talk Sport. J'ai pas bien entendu. Ouais, c'est mon anglais, il merde un peu, donc je vais faire plus simple, je vais dire, tu vas nous dire ici, Luka Karabatic, bienvenue sur RTS. Ah, ici Luka Karabatic, bienvenue sur RTS. Voilà, impeccable, merci les gars. Avec plaisir. C'était laborieux, merci quand même. Et désolé pour les soucis. Moi, c'est désolé pour mes réponses un peu tardives, mais quand j'attendais pas bien et tout ça, c'était un peu compliqué. Non, mais c'est entièrement notre faute. J'ai pas été trop réactif, mais j'ai galéré un peu. On est de simples amateurs. Ouais. Merci, Lucas. Bon, merci à vous. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. soirée. Ciao. Allez, chers auditeurs, on s'excuse vraiment des piètres conditions. Je sais pas ce qui se passait. Pourtant, d'habitude, ça fonctionne plutôt bien. J'espère qu'avec Marc-Olivier Albertini, qui devrait vraiment pas tarder, on aura avec un peu plus de réussite, je pense. Voilà, le fait que la connexion soit mauvaise pour un de nos amis, comme par exemple Stan qui est revenu, je pense que ça fait un peu bugger tout le monde. Alors forcément, il y a énormément de choses à dire. Il y a la LNH et tout, mais on a quand même un invité qui arrive dans quelques secondes et c'est Marc-Olivier Albertini qui est là. Donc le temps pour moi d'appeler mes compères. Voilà, c'est fait. Alors c'est du direct, rien de. Voilà. Donc on est en direct. On va pas rappeler Lucas, mais on va tout de suite appeler Marc-Olivier Albertini. Le temps pour moi, messieurs, juste de vous demander votre avis quand même sur un match, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de les faire tous.
un petit match Toulouse-Nantes quand même, victoire de Nantes face à Toulouse 26-23. Pourtant ça s'est joué à peu de choses. Benoît, Mika, je vous laisse la parole, le temps de voir un peu Marc-Olivier Albertini et lui prévenir qu'il sera dans 1 minute à l'antenne. Ouais, bah écoute, peut-être qu'est-ce qu'on peut en dire de la Fernandez dépendance encore. Ouais, moi j'ai vu une partie du match, j'ai vu la première mi-temps et c'est vrai que c'était assez prometteur de la part de Toulouse qui avait retrouvé un peu certaines valeurs défensives. On a vu toutes les histoires qui ont tourné autour de l'équipe de Toulouse la semaine dernière avec ce fameux temps mort dont tout le monde aime discuter. Bon, pour moi c'était juste un leader de l'équipe qui était un peu excédé du comportement de ses coéquipiers et qu'il a fait ressortir. Mais bon, si ça a pu être un déclencheur pour mettre un peu plus d'intensité à l'entraînement et être plus présent en match, pourquoi pas. Alors contre cette équipe de Nantes, je pense que finalement, perdre de si peu et avoir été près de gagner, c'est quand même pas si mal parce qu'on voit que Nantes est sur une vraie belle dynamique, que les recrues sont de mieux en mieux intégrés à l'équipe. Et quand on connaît les qualités de ces joueurs-là, ça va devenir une équipe vraiment très difficile à manœuvrer. Et il aurait mieux valu pour toutes les équipes qui sont en compétition directe avec elles de les rencontrer un peu plus tôt dans la saison, je pense. Alors, on va vite fait, messieurs, donner les scores et le classement. Si on a le temps, on reviendra, mais ça va être difficile parce que Marc-Olivier nous attend. Donc, Billière-Cesson, victoire de Cesson face à Billière 26-26. Billière, toujours aucun point dans le championnat. C'est très très compliqué pour le promu. Chambéry-Dunkerque, c'était quand même un sacré match, un beau duel. Et c'est Chambéry qui l'a remporté face à Dunkerque 31-27. Donc, on n'a pas porté chance, messieurs, à Sébastien Bosquet déjà. Donc, j'espère qu'il aura plus de chance, Luka Karabatic, Mika. Ce serait pas mal. Ouais. Ivry-Célestat, victoire d'Ivry 26-25, pareil sur le fil, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Montpellier-Aix-en-Provence, on l'a dit, 36-32 pour Montpellier. Paris-Saint-Germain-Créteil, victoire vraiment difficile, ça s'est joué vraiment à rien, 30-28, victoire de Paris face à Créteil. Nantes s'est imposé à Toulouse, on l'a dit, et Tremblay a explosé Saint-Raphaël, 36-23 au classement. Paris toujours premier, 3 points derrière Chambéry. Se retrouve Chambéry deuxième, Dunkerque troisième avec 12 points, pareil que Montpellier. Nantes qui est cinquième avec 12 points également, donc 3 équipes ont 12 points. Et en bas du classement, c'est Billière avec 0 points, ferme la marche. Aix-en-Provence, Créteil, Célestat, Toulouse, Saint-Raphaël se tiennent en 4 points. Voilà, messieurs, on a été pas très complet, mais on s'en excuse sur la LNH et on va tout de suite recevoir pour un petit zoom sur le club d'Ivry, Marc-Olivier Albertini dans quelques instants, si Benoît pouvait juste l'appeler. Et voilà, donc et puis c'est parti, tout simplement. Donc Benoît, une petite manip, enfin la personne qui l'a appelé. Voilà, c'est du direct. Donc Marc-Olivier sera dans quelques instants avec nous et en plus en directement. Donc il a eu vraiment directement. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas là. Ah, je crois que Marc-Olivier est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir. Non, Marc-Olivier, faut pas que j'oublie, c'est un nom à rallonge. Alors, tout le monde vous appelle Marco. Marc aussi, c'est parfait. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour ceux qui vous connaissent peu, vous avez passé plus de 10 ans au club d'Ivry en tant que gardien de but. Vous avez été également président des syndicats des joueurs, donc c'est la JPH, c'est ça ? Tout à fait. Et vous avez décidé de vous présenter pour briquer la place de la présidence du club d'Ivry. Alors, première question, Marc-Olivier, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter et à rentrer un peu dans le comité directeur d'Ivry ? La raison principale, c'est, comme vous l'avez dit, j'ai passé beaucoup de temps dans ce club. Il m'a forgé, il m'a formé. J'ai vécu beaucoup de choses, le meilleur essentiellement. J'ai rencontré plein de gens, j'ai tissé beaucoup de liens, j'ai appris beaucoup. C'est un club qui a forgé mes valeurs et je vous avoue que le voir décliner d'année en année depuis 5 ans maintenant, ça m'a fait beaucoup de peine et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste les bras croisés ou j'essaye de faire
de faire quelque chose pour ça. Et la réponse elle est venue assez vite. Je me suis dit que je pouvais pas rester comme ça. Donc la seule solution qui me venait à l'idée, c'était de me présenter au comité directeur. Et puis en discutant avec plusieurs autres personnes, elles m'ont convaincu de briguer la présidence. Donc je me suis laissé convaincre. Et donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Maintenant, on verra bien le verdict des urnes. Donc on rappelle aux auditeurs, c'est le 26. Le 26, c'est l'Assemblée générale qui élira les membres du comité directeur et Voilà. ensuite, dans un délai qui n'est pas connu encore, mais sous 8 jours vraisemblablement, le comité directeur élira le président ou la présidente et les membres du bureau directeur. Alors justement, vous disiez vouloir plus ou moins sauver le club de sa lente descente au niveau du classement LNH par exemple. Est-ce que vous avez vraiment des solutions à apporter? Est-ce que vous avez un programme? Quelle est vraiment votre ligne directrice pour entre guillemets faire que Ivry soit un grand club de la LNH? Mais le projet, évidemment, on en a un, parce que je suis pas tout seul à le Bien porter, sûr. on est une équipe. On en a déjà discuté avec pas mal, avec beaucoup d'adhérents. Maintenant, on va pas non plus révolutionner les choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place, qui existent déjà, mais qui sont brinque-ballantes, qui sont mal faites. Il y en a qui sont pas faites du tout. Il y a un gros pan du club qui est vraiment en mauvaise situation, qui a été laissé de côté pendant de nombreuses années. Et puis il y a toute la partie qui est la plus visible, c'est-à-dire le secteur du haut niveau, qui effectivement pose problème parce qu'on est sportivement en déclin, comme vous l'avez dit, depuis maintenant 5 ans. Maintenant, c'est la conséquence on va dire, d'un ensemble de choses. Les résultats de l'équipe 1 sont le fait qu'on n'a pas réussi à se développer dans tout un tas de domaines, que ce soit financier, structurel, en termes de formation. Là où on avait de l'avance, on l'a perdu. Et donc, moi, notre objectif sera de remettre en place certaines choses, d'en créer d'autres dans ces domaines pour justement remettre le club sur de bons rails et le refaire retrouver le haut niveau. On n'est pas naïf. On n'aura jamais le budget de Paris ou de Montpellier. Maintenant, on a su le faire pendant très longtemps avec des moyens moindres, mais avec une inventivité et une envie profonde de bousculer les choses, ce qu'on a perdu. Et moi, j'espère fortement pouvoir, en tout cas, j'en suis convaincu, de pouvoir remettre ça en place. Benoît? Oui, salut Marco. Salut Benoît. Donc l'année dernière, déjà, la présidente avait été remise en question sur un vote. Je crois que vous êtes toujours en association, donc j'ai 2 questions. Alors, les bails, je sais pas si on dit comme ça, c'est les baux, ça dure que 1 an. Les mandats, oui. Mandat. Alors, le mandat des membres du comité directeur sont de 3 ans. Par contre, la présidence, c'est une élection annuelle, effectivement. D'accord. C'est un peu la particularité des statuts qui sont un peu bizarres pour ça, mais Voilà. c'est comme cela, oui, tout à Et fait. donc ma deuxième question, alors est-ce que justement ce fait de la professionnalisation et que tous les clubs sont sous le fait d'une société, est-ce que c'est pas un frein justement au développement de ce club? Tu mets le doigt sur un des points qui sont problématiques, puisque ça fait plusieurs années que, effectivement, on est un des rares clubs maintenant à être encore en association et plus en société, s'agissant du haut niveau. Effectivement, c'est un des points qui paraît problématique à l'heure de la professionnalisation et dans un environnement ultra concurrentiel. Et donc voilà, c'est effectivement une des pistes qui est ouverte et voilà, je sais que c'est des choses qui ont été déjà avancées. Maintenant, ça ne se fait pas, ça ne s'est pas fait. J'ai bien une idée de la raison, mais pour laquelle ça ne se fait pas. Maintenant, je garderai ça pour l'assemblée générale du club. Non, puis avec un mandat d'1 an, ça permet pas d'avoir une perspective sur un projet de plusieurs années, quoi. Ça paraît aussi être travaillé un peu dans l'urgence et pas dans l'avenir. Oui, tout à fait, d'autant plus que ce qui aussi pose problème, c'est que les élections ont lieu lorsque la saison est déjà bien entamée et que en réalité, beaucoup de décisions ont déjà été prises sur le budget, sur le recrutement, etc. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas forcément, ça fait partie des choses qu'il faudra nécessairement réfléchir et probablement faire évoluer. Alors, on a une question sur le chat, Marc-Olivier de Sabine qui nous demande si vous estimez que Madame Barbuse est responsable un peu de tous ces problèmes et on va dire de la non... Ivry n'a pas réussi à monter cette marche qui aurait permis peut-être une évolution plus rapide.
Le poste de président, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est un mélange d'un chef d'orchestre et d'un chef d'entreprise. C'est à lui d'impulser les choses, de mettre en place un projet, de développer une dynamique, d'avoir une vision globale, une stratégie globale, et puis de mettre en place les gens compétents pour pouvoir les développer. Jusqu'à 2007, le club a certes connu des hauts et quelques bas, mais il a toujours su évoluer et se développer, et continuer à structurer et aller de plus en plus. Il a été un des premiers à rentrer dans l'ère du professionnalisme à l'époque où les premiers joueurs pro sont arrivés dans le milieu des années 80. Pour un club dans une ville communiste, c'était un peu particulier, mais on n'a pas hésité à le faire. Ensuite, on a été des premiers clubs à se doter d'un centre de formation, à avoir des permanents salariés qui pas uniquement des joueurs. Donc les présidents qui se sont succédés ont eu l'intelligence de faire ça. Et en 2007, depuis 2007, effectivement, on n'a pas été capable d'innover. Voilà, la stratégie globale n'a pas été la bonne. Après, effectivement, les responsabilités ne sont pas uniquement celles de la présidente. Elle n'est pas toute seule à mettre les choses en place, mais son rôle est prépondérant dans le sens où c'est à elle elle est garante de la politique et du développement du club. Quand une entreprise va mal ou quand une collectivité va mal, le premier visé, le premier responsable, c'est soit le maire, soit le président. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez à Madame Barbus qui dit qu'un club professionnel ne peut plus être dirigé en famille? Oui, ça m'a beaucoup fait rire. Oui. Parce que on oppose le fait d'être gérant en famille à la compétence. Enfin, c'est comme si le fait d'être dans un environnement familial, les gens ne pouvaient pas être compétents. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. C'est un peu insultant en plus pour les dirigeants précédents qui se sont succédés, parce que, je pense au frère Richard, à la famille Agère, un certain nombre de personnes qui ont, je pense, mené le club, ont su faire des choses, d'autant plus que ça voudrait dire qu'il y a que une famille dans le club. En l'occurrence, c'est faux. Vous voyez, dans tous les clubs, ça se passe un petit peu comme ça. Il y a des gens qui se connaissent, des amis, des parents, etc. C'est dans tout club, dans tous les clubs, ça se passe comme ça. Ça voudrait dire que, effectivement, parce que on rentre dans le professionnalisme, d'un coup, il n'y a plus de lien. Il ne peut plus y avoir de lien d'amitié ou de relation familiale parce que la compétence n'est pas, en l'occurrence, les 5 ans qu'elles viennent passer me prouvent le contraire. Ouais, effectivement, c'est vrai que pour aller dans la continuité, c'est vrai que c'est pas incompatible, mais maintenant on rentre dans des stratégies un peu de gestion d'entreprise, justement, comme tu le disais, et par rapport à cette gestion-là, des fois il y a des orientations à prendre, peut-être au détriment de certains hommes. Et c'est ce qui peut aussi être l'ambiguïté par rapport à une gestion un peu trop proche, c'est-à-dire que des fois, voilà, il va falloir couper parce que je sais pas, je prends un exemple, par exemple avec l'entraîneur, ça va plus bien. Est-ce que justement d'avoir des liens forts sont pas peut-être un frein pour prendre des décisions qui peuvent être importantes pour l'évolution du club? Mais ça voudrait, ouais, je suis d'accord avec toi, Benoît, mais ça voudrait dire deux choses. Ça veut dire que dans les autres clubs, il n'y a pas de lien qui se tissent entre les entraîneurs et leurs présidents ou entre des salariés et les élus. Dire ça, ce serait mentir. Non, je suis tout à fait d'accord, mais donc encore une fois, ça n'est qu'une question de compétence. On peut avoir de gens très compétents qui sont très proches et des gens très compétents qui sont pas très proches. C'est une question de compétence. Après, c'est un choix. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est justement pour des fois trancher. Est-ce que ce sera automatiquement plus difficile justement pour avoir des orientations claires si il y a ces liens qui sont forts? C'est ça la limite du truc en fait pour moi. J'entends encore une fois ton argument et je te le dis, à mon avis, la solution là-dedans, c'est déjà avoir une organisation un peu collégiale. Ça peut pas être uniquement une personne qui décide. Et en ayant une organisation collégiale, tu peux plus facilement prendre ce genre de décision. C'est ce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Je pense qu'il y a d'autres clubs, d'autres disciplines qui fonctionnent comme ça. Je donnerai pas d'exemple, mais j'en connais et je pense qu'il suffit de chercher. Il y en a qui viennent aisément à l'esprit. Encore une fois, voilà, il faut être capable d'avoir une organisation qui permet de faire ça et il faut surtout être honnête, être capable de dire voilà, moi je sais faire ça, je sais pas faire ça. Mais encore une fois, se cacher derrière, on peut pas vivre dans un club familial, on peut passer dans l'ère du professionnalisme. Encore une fois, ça paraît vraiment compliqué, d'autant plus que venant de sa part, c'est assez, je trouve, cocasse, étant donné qu'elle est arrivée au club justement par
par ce biais-là. C'était quand même une amie proche de certains élus, enfin certains salariés du club. C'est comme ça qu'elle est rentrée. Donc Oui, non, ça- mais il n'y a pas de souci. C'était pas par rapport spécialement à ces arguments. C'était pour aller dans la continuité de Ouais, la ouais, réflexion. je comprends ce que Moi, je comprends ce que tu voilà, dis. Je te j'avais dis, entendu. pour moi, le vrai argument, c'est de dire il faut une organisation collégiale. À Oui, partir du d'accord. moment où Non, t'as mais ça, c'était plus par rapport à ça. Ma question, le début, tu avais très bien répondu par rapport au début et aux compétences. C'était plus dans l'optique d'autre chose ou voilà, de décisions un Alors- peu plus importantes pour l'orientation du club. Alors sachez, chers auditeurs, on a lancé une invitation à Béatrice Barbus, donc elle ne pouvait pas aujourd'hui, on l'espère la voir très prochainement. à sa décharge, elle a un bureau directeur ce soir, je crois. Ouais, elle nous a dit qu'elle avait un rendez-vous, qu'elle ne pouvait pas reculer, donc, Oui. donc voilà, donc c'est à noter, on l'espère peut-être, pourquoi pas, lundi prochain pour bien clore et avoir toute la vision du futur d'Ivry. Et justement, en parlant de futur d'Ivry, si vous êtes élu, Marc-Olivier, votre objectif à long terme d'Ivry, c'est d'être vraiment en haut au sommet de la NNH? Est-ce que c'est possible? Ah, sincèrement, moi j'y crois parce qu'on a toujours eu cette capacité d'être précurseur dans plein de domaines, d'être inventif et d'être ingénieux et d'avoir des gens qui allaient au-delà de ce qu'on leur demandait de faire, largement au-delà, tant les bénévoles que les salariés, qui se dépouillaient, mais vraiment. Et c'est ce qui nous a permis de faire des choses, de sortir des joueurs avec un budget moindre. Si on arrive à retrouver ça, on sera capable de rivaliser. Alors forcément, il faudra nécessairement augmenter le budget. Maintenant, sans aller à des hauteurs aussi élevées que celles de Montpellier et de Paris, on doit être capable et on peut être capable de viser l'Europe régulièrement. Ça me paraît tout à fait accessible et surtout avec des valeurs qui sont celles qu'a toujours véhiculé le club d'Ivry, c'est-à-dire effectivement, moi j'insiste dessus, des valeurs familiales, mais aussi de professionnalisme et de compétences. Et c'est pas antinomique, loin de là. Alors, vous parlez beaucoup de valeurs. Est-ce que le fait qu'il y a encore quelques temps, on parlait d'une fusion entre Paris et Ivry, le fait que ça s'est pas fait, c'est une bonne chose pour vous? Bon, c'est compliqué à dire. Je peux pas. Enfin, c'est toujours difficile de réécrire l'histoire. Si la fusion avait eu lieu, est-ce que les Qataris seraient venus? On ne sait pas. Je sais pas, par exemple. Voyez-vous. Ouais, C'est compliqué. Je peux vraiment pas vous dire, là, sincèrement. À l'époque, ça paraissait être une idée intéressante puisque ça commence à associer deux clubs avec des budgets corrects qui en aura fait un très gros. Voilà. Après. Est-ce qu'associer Ivry à Paris, c'est pas un peu la disparition d'Ivry? Parce qu'au final, ce serait. C'était la crainte. Après, voilà, encore une fois, c'est difficile d'écrire l'histoire ou en tout cas de lire dans une boule de cristal. Sincèrement, je sais pas comment ça aurait pu. Voilà. Je trouve que c'est une très bonne chose que les Qataris soient venus parce que ça. J'aurais plus vu une fusion Ivry-Créteil, justement, un gros club du Val-de-Marne, quoi. Et je m'attendais à ça. Je t'avoue que oui, je n'en sais rien. Je peux pas te le dire. Tu sais, il y a des. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a des enjeux derrière politiques qui sont plus compliqués à négocier. C'est pas simple, sincèrement. Et est-ce qu'il y a de la place pour 4 clubs franciliens avec Tremblay, Ivry, Créteil, Paris? Est-ce que le monopole du PSG n'écrase pas tout sur la capitale plutôt? Non, sincèrement, je pense pas parce que Paris, effectivement, c'est un très gros club. Maintenant, l'Île-de-France, c'est très grand. Il y a de la place pour avoir d'autres clubs. On a cette particularité qu'ont d'autres disciplines dans d'autres pays. Par exemple, je pense le football à Londres ou en Espagne. Il y a de la passion, est-ce qu'il y a assez de passion Mais oui, je pense que quand vous regardez, sincèrement, vous regardez à Tremblay ou vous regardez à Paris, même Ivry-Créteil en ce moment, enfin, les salles sont remplies, il y a de quoi faire. Je pense qu'on peut mettre en place des projets. Après, sur le long terme, encore une fois, je sais pas quelle est la viabilité d'avoir, par exemple, deux clubs dans le Val-de-Marne. Effectivement, c'est une question qui se pose. Maintenant, plusieurs clubs dans l'Île-de-France, oui, on peut en avoir 12. Maintenant, 2 ou 3, ça me paraît pas incohérent. Je pense que c'est tout à fait gérable dans les budgets qui sont les nôtres, encore une fois. Le jour où on atteint, avoir 3 gros clubs de football, par exemple, en Île-de-France, ça paraît déjà un peu plus compliqué, mais on est quand même le seul pays, puisqu'on parle du football, à n'avoir qu'un seul club en Ligue 1 en région parisienne. C'est vrai. Ouais, c'est clair. Alors que tous les autres gros championnats On est le seul ont... pays à avoir Paris aussi. De quoi? Parce qu'on est le seul pays à avoir Paris.
Le pari est magique. C'est pas faux, c'est pas faux, effectivement. Benoît, je crois que tu avais une petite question. Oui, justement, tu parlais de budget qui devait accroître pour pouvoir aussi répondre à des objectifs. À l'heure actuelle, quelle est la part de la répartition, quelle est la répartition, pardon, entre le public et le privé, et vers quoi doit tendre Ivry pour pouvoir aussi se donner les moyens de ses objectifs? Alors, de mémoire, la part du partenariat privé doit se monter à 700 000 euros de mémoire. Juste en pourcentage, sinon. Ce qui doit représenter, je dirais, entre une quarantaine de pourcents, au grand maximum, 30 et 40% du budget. Et encore, je suis même pas sûr. Probablement moins. Après, évidemment, la part prépondérante, elle est prise par la municipalité, la ville d'Ivry, qui nous aide à une hauteur très importante, et qui donc est au maximum de ce qu'elle peut faire. Et donc la conséquence de ça, c'est mais on le sait depuis 5 ans, puisque la ville est à ce niveau-là depuis 5 ans maintenant, c'est qu'on doit absolument augmenter notre part de partenariat privé, et c'est là-dessus qu'il faut s'orienter. On n'a pas d'autre choix. De toute façon, c'est la conclusion à laquelle sont arrivés beaucoup de clubs quasiment tous les clubs de première division depuis de nombreuses années. Nous, on n'a pas réussi à augmenter notre part de partenariat privé en 5 ans. On l'a augmenté d'un coup après le titre de champion de France. C'est un effet d'aubaine. Depuis, ça stagne. Alors... Justement, dans la continuité, même si on connaît votre salle de l'Aune qui est un vrai chaudron, est-ce que le passé d'un projet grande salle pour ce club-là n'est pas aussi fondamental? La mairie avait annoncé en 2007 la création de la salle, une construction d'une nouvelle salle. A priori, ça a été voté en conseil municipal, je crois, dans le courant du mois d'octobre de cette année, qu'elle sera construite. Les délais annoncés sont aux alentours de 2015. Il faudra voir, on pourra plus le préciser quand les études et les différents concours d'architectes seront lancés. On en saura un peu plus sur les dates, les délais, puisque dans le bâtiment, on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on finit. Donc, non, mais c'est bien si le projet est... Le projet est lancé, ce sera une salle a priori d'environ 2500 places. Donc effectivement, de toute façon, c'est pas une obligation, mais oui, c'est important d'avoir un nouvel outil. Tu es bien placé pour le savoir à Tremblay, avec une nouvelle salle, ça a fait du bien. Maintenant, c'est pas parce que il y a une nouvelle... C'est pas la nouvelle salle qui va changer les choses si le club est en mauvais état. Non, c'est sûr, mais ça peut permettre aussi d'amener ces partenaires privés qui vous manquent à l'heure actuelle, de faire vraiment un lieu d'accueil pour pouvoir les recevoir. C'est évident que ce sera plus simple. Maintenant, c'est pas forcément. Il faut pas se contenter de cette réponse. On doit et on peut pouvoir faire mieux avec ce qu'on a actuellement. C'est aussi une question d'inventivité, de créativité. Je pense qu'il y a des choses à faire. On peut faire beaucoup de choses. Maintenant, il faut se donner les moyens. Et puis voilà, actuellement, effectivement, c'est surtout ne pas croire que on va attendre la salle en se disant voilà, la salle va nous sauver. Si on fait rien en attendant, on va arriver au moment de la salle, on sera en D2. Donc c'est bien, mais c'est compliqué. Marc-Olivier, une dernière petite question pour parler un peu plus sur du plan sportif pour Ivry. Comment vous voyez un peu le début de saison qui est plutôt pas mal, avec une belle victoire encore difficile, mais face à Célestat. On va dire que les résultats jouent pas trop en votre faveur, j'ai envie de dire. Cette année, bien entendu. Non, parce que encore une fois, d'abord, ce serait trompeur de croire que parce que les résultats vont mieux, tout va bien. L'équipe, elle a été construite il y a quasiment 2 ans par le staff technique de l'époque. Donc ils ont eu du nez, parce que cette année, il n'y a pas de blessés. C'est aussi ça la différence avec l'an dernier. Il y avait beaucoup de blessés. Croire que l'an dernier ou l'année d'avant, on s'est sauvé parce que on n'a pas eu de chance, ce serait faux. On avait beaucoup de blessés. Maintenant, encore une fois, c'est le fait d'un recrutement malin et intelligent. On a trouvé des joueurs comme les frères Simonet ou comme Davor. On a été malin sur ce coup-là. Encore une fois, c'est pas dit qu'on soit capable de le refaire à nouveau. On l'a été capable de le faire pendant pas mal d'années. Maintenant, faut-il avoir les bonnes personnes à la bonne place pour pouvoir faire ce genre de choses. Le recrutement, ça s'apprend pas. C'est pas
ça se prend pas en claquant des doigts. Et surtout, comme je vous l'ai dit, la D1, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Mais si le reste du club va pas bien, la D1, elle ira pas bien. Donc là, effectivement, les résultats sont plutôt encourageants, tant mieux. Maintenant, on bute toujours quand même sur des équipes un peu plus fortes que nous. On a un peu de mal. Voilà, ça valide le travail qui a été fait par le staff technique. Par contre, ça, il faut le dire quand même clairement. Il y a un vrai boulot qui est effectué de qualité et ils ont toujours cru en cette équipe. Même l'an dernier, quand c'était compliqué, qui se faisait casser du sucre sur le dos par la présidente notamment, qui avait rappelé que la partie sportive, c'était pas elle, c'était les entraîneurs et le directeur de l'époque. Quand ça allait pas bien, et là maintenant que ça va bien, ben voilà, on tire un peu la couverture à soi, mais là, le résultat il est là. C'était la même équipe l'an dernier, sauf qu'il n'y a plus de blessés, donc on s'en sort plutôt bien. Mais la situation du club n'est pas, la situation profonde, j'entends, ne s'est pas améliorée, loin de là. Il y a tout un tas de secteurs, notamment le secteur des jeunes et le secteur amateur, où qui a été laissé à l'écart et à l'abandon pendant de nombreuses années. Alors, et là, maintenant que l'Assemblée Générale arrive, curieusement, on commence à s'y intéresser à nouveau. Donc, prochain match quand même d'Ivry, c'est quand même un choc. Hein, c'est contre Paris. Vous avez un avis? Est-ce que Ivry est capable de faire tomber comme Nantes l'a fait cette équipe parisienne? Mais écoutez, je le souhaite. Ça va être compliqué. Je le souhaite, ça va être compliqué, d'autant plus que Michael Hansen a été laissé au repos contre Créteil, et donc je pense qu'il sera là de nouveau pour le match contre Ivry, donc ça sera un peu plus, il sera frais. Maintenant, si Ivry arrive à défendre intelligemment, défendre correctement, être performant dans ce secteur-là, ce qu'ils ont malheureusement pas réussi à faire contre Montpellier, par exemple. Eh bien oui, ils peuvent faire quelque chose. Maintenant, il va falloir que dans ce secteur-là, ils soient vraiment, vraiment performants, ce qu'ils ont été capables de faire quasiment toute la première partie de la saison. Ce qu'ils ont malheureusement pas réussi à faire contre Montpellier. J'espère qu'ils en seront capables contre Paris. S'ils arrivent à le faire, eh ben, ils pourront mettre cette équipe en danger. Maintenant, c'est quand même une équipe avec une grosse rotation. Donc voilà, ça va être un match où ils n'ont rien à perdre. Donc effectivement, sur un match, tout est possible. Ils sont capables de tout. Si ils ont été capables de battre Vesprem au Maran, donc pourquoi pas battre Paris? Écoutez, c'est tout le moelle qu'on souhaite à cette équipe d'Ivry. Écoutez, merci d'avoir été avec nous, Marc-Olivier. Et puis on prendra de vos nouvelles après cette fameuse date du 26 novembre. Et on essaiera aussi pour avoir deux avis quand même divergents, j'imagine. Béatrice Barbus, qui est l'actuelle présidente du club d'Ivry, et puis tout ce qu'on veut nous, hein, c'est que Ivry reste longtemps en LNH. Peut-être pas Mika parce qu'il joue avec Aix, mais non, je te titille, Mika. Merci Olivier, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci Marco, ciao. Ciao. Marc-Olivier Albertini était avec nous. C'était très intéressant quand même de voir un peu une vision d'Ivry. On a l'habitude du terrain, mais aussi un peu voir tout ce qui se passe en dehors. Benoît, c'est toujours assez instructif. Ouais, mais il y avait il y a un projet ambitieux, il y a plein d'idées, mais il nous a laissé quand même pas mal sur notre faim. On attendait peut-être plus de choses concrètes. On en aura peut-être après. Je pense qu'ils sauront le faire si jamais son équipe est élue. Donc on saura, j'espère, plus sur tout toutes les ambitions de son équipe au sein de ce club pour essayer de le ramener parmi les clubs phares de la LNH. On en saura plus sûrement après le 26 novembre. Il n'a pas voulu trop s'exprimer sur son projet du club pour regarder un peu tout ça lors de cette fameuse réunion qui sera vraiment importante pour l'avenir d'Ivry. Messieurs, on va revenir quand même, avant de recevoir Sébastien Mangin qui ne devrait pas tarder à arriver, Benoît, on va revenir un peu sur la saison catastrophique de Chambéry en Ligue des Champions, vraiment humilié face à cette équipe de, j'ai perdu mes papiers mais tu vas me le dire tout de suite, Benoît. Vélénier. Voilà, je vous laisse prononcer un nom imprononçable. Alors il faut savoir quand même que Chambéry, messieurs, est la seule équipe qui n'a pas voir gagner un seul point dans toute la Ligue des Champions cette année. Messieurs, la question, mais qu'est-ce qui se passe à Chambéry, Mika? Je t'avouerai que je suis un peu étonné, j'arrive pas à comprendre ce contraste qu'ils ont entre
Parce que on n'arrête pas de le dire, le championnat de France se densifie, les équipes sont de plus en plus fortes. Et Chambéry domine de plus en plus ce championnat de France, bizarrement, avec bien sûr Paris qui est au-dessus, mais on les a vus battre assez facilement Dunkerque dans la semaine. Et c'est vrai que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ce blocage Ligue des Champions. C'est pas juste, c'est un réel blocage parce que c'est pas juste des défaites, c'est des défaites, prendre 10 buts à la maison contre Goregnier-Vélénier, qui est certes une équipe tout à fait correcte, mais j'aurais pas imaginé qu'ils puissent perdre avec tant d'écart. Alors en attaque, c'est complètement stérile. On a vu notamment Bičanić commencer le match en marchant, pas tranchant, faire juste des passes. Panic qui essayait un petit peu plus, mais qui est assez maladroit encore. Basic qui essaie de faire, mais qui peut pas non plus être performant tout le temps. Donc c'est assez bizarre et ce repli. Alors je sais pas, il faudrait peut-être qu'il travaille sur la perte de balle à force d'en perdre pour que le repli soit un peu plus performant, parce que dès qu'il y a perte de balle, c'était Banette derrière en contre-attaque. Donc et puis la défense pas non plus au diapason. J'avoue que j'ai regardé ce match, j'étais assez dégoûté parce que je comprends pas ce qui se passe. Et toi, Benoît, est-ce que tu auras un avis peut-être Non, mais c'est vrai que ça a été, vu la prestation qu'ils ont fait en plus quelques jours auparavant contre Dunkerque, qui était vraiment une prestation de haut niveau avec un Bičanić qui était revenu très en jambes et très performant. Alors est-ce que justement il y a eu tellement d'énergie dépensée sur ce match-là qu'ils ont eu du mal à enchaîner, parce que c'est vrai qu'ils ont pas effectué beaucoup de rotations contre Dunkerque. Bičanić a joué pratiquement 1 heure, Basic encore, D13 aussi, Panic, Nioka s'était blessé, donc pareil, il a eu un très très gros temps de jeu. Est-ce que le fait d'avoir rejoué si rapidement a pesé sur les joueurs lors de ce match-là? Peut-être une explication, mais ça explique pas leur début de match complètement raté avec une stérilité en attaque et c'est vrai, comme tu disais Mika, un manque évident d'anticipation du repli et du coup une avalanche de contre-attaque. Vous imaginez, et avec un écart aussi conséquent et rapidement, c'était difficile de pouvoir rivaliser avec cette équipe, certes de bon niveau, mais pas d'un niveau transcendant pour les Ligues des Champions. Alors, et malgré tout, pour terminer, Chambéry peut encore se qualifier. C'est ça qui est à la fois hyper paradoxal. C'est que si jamais Silkeborg ne gagne pas son match contre Saint-Pétersbourg le week-end prochain, c'est exact. Et que puisque en fait Chambéry reçoit à la fois Silkeborg et à la fois Saint-Pétersbourg. C'est exact. Et que Chambéry s'impose 2 fois contre ces équipes-là, avec 4 points, ils peuvent finir 4e de leur poule et donc passer ce premier tour et voilà, jouer après en 8e contre un premier, mais malgré tout ils ont encore une petite chance. Alors est-ce que Silkeborg n'arrivera pas à s'imposer chez lui contre Saint-Pétersbourg, ça c'est une autre histoire, mais dans l'hypothèse que Saint-Pétersbourg décroche un résultat là-bas, Chambéry aurait encore son destin entre ses mains. Sachant qu'ils jouent... Ils l'auraient quand même aussi. Ils vont jouer, de toute façon, ce sera certes dur, mais ils vont jouer encore à Skopje et à Kielce, non? Ah oui, mais ouais, vu dans l'état où ils sont actuellement, je pense que si le match prochain il est terminé, si Silkeborg gagne, je pense qu'après ils vont peut-être être obligés de faire des choix par rapport à leur futur en Ligue des Champions et aux résultats en championnat. Il va peut-être y avoir des choix à faire, mais si Silkeborg perd, ils ont encore leur destin entre les mains. Alors que dans l'autre cas, je pense que ça me paraît vraiment vraiment compliqué, même s'il reste encore vraiment, comme tu le dis Mika, encore un certain nombre de matchs. Mais voilà, leurs déplacements sont chez les premiers, et donc vu les prestations qu'ils ont fait déjà à domicile, étaient déjà peu convaincantes, donc à l'extérieur, ça me paraît être difficile. Ça va être compliqué, sachant que le prochain déplacement de Chambéry, c'est contre l'équipe justement qui les a battus
Non, qu'est-ce que je raconte moi? Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils vont à Véligny. Ouais. Voilà, Véligny, voilà. Donc ça va être compliqué, mais bon, il y a encore un petit espoir. Maintenant, est-ce qu'ils vont pas choisir le championnat que la Ligue des Champions? Voilà, ça va être la question et peut-être tout ce qui se passera du côté de l'entourage de Chambéry, le coach à prendre la décision. Autre équipe avant de recevoir Sébastien Mangin pour une bonne page de Pro D2 et les 7 de la JPH. Une autre équipe qui s'est plus ou moins relevée et bien remis dans cette Ligue des Champions, c'est la belle victoire de Montpellier sur les terres du Partizan de Belgrade, 29-32. Ça a été compliqué, Mika, mais Montpellier a gagné et c'est l'essentiel. Écoute, je sais pas si Benoît a vu le match. Moi, j'ai pas encore eu. Il est sur mon disque dur. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Donc, moi, je suis content qu'ils aient un peu remonté, qu'ils ont un peu redressé la barre. Après toutes ces histoires, ça commence à ressembler à quelque chose. Ils commencent à retrouver des résultats un peu qui correspondent à leur statut. J'ai juste beaucoup rigolé de cette petite anecdote du fait qu'ils aient perdu leur bagage dans l'avion et qu'ils aient joué avec les maillots bleus extérieurs de l'équipe adverse. C'était très drôle, mais sinon en termes techniques, je peux pas dire grand-chose parce que j'ai pas vu le match. Et toi, Benoît, est-ce que tu as eu Non, tu l'as pas vu non plus. Tu nous dis en Alors, off. je peux vous faire une analyse à froid, mais non, j'ai pas vu le match. Honnêtement, j'ai pas vu le match. Non, mais au-delà de ça, au-delà du résultat qui a été difficile, mais malgré tout, il est là et donc du coup, ils reprennent complètement cette phase de poule qui a été entamée de manière assez laborieuse, mais là ils se remettent en selle pour pouvoir décrocher une qualification. Malgré tout, avec un tel retard à l'allumage, ça va être difficile de sortir dans les 2 premiers, et donc certainement qu'ils auront en 8e une grosse équipe avec le désavantage du terrain. Et sûrement aussi, si Montpellier arrive à se qualifier, avec le retour peut-être en forme de tous les entre guillemets suspendus qu'il y avait pour cette affaire, les Dragan Gajic, Non, mais ils vont se qualifier, voilà, ils vont se qualifier. Donc ça pourrait Je pense qu'ils vont se qualifier, il n'y a pas de par rapport à ça. Mais après, c'est toujours le même problème, c'est de se qualifier, mais après sortir contre qui? Voilà. Donc si tu sors contre un premier, et en plus avec le désavantage du terrain, avec match retour à l'extérieur, Montpellier que ce soit, ça va être quand même difficile. Après là, voilà, ils ont 2 matchs, ils rejouent le Partizan, ensuite ils reçoivent Flensburg. Il faut qu'ils fassent le plein sur ces 2 matchs-là à domicile, et pour essayer d'entrevoir cette 3e place qui serait peut-être un peu moins difficile, mais c'est vrai que de sortir 4e risque d'être compliqué. Alors je sais pas, enfin j'ai une vague idée, mais Mika, tu pourras peut-être m'en dire plus. Est-ce que c'est pareil qu'au foot? Est-ce qu'il y a des points Champions League, c'est-à-dire que si nos 2 clubs là venaient pas à passer le premier tour, est-ce qu'on serait peut-être pénalisé pour un club supérieur? J'avoue que j'ai pas les termes exacts, mais il me semble quand même qu'on est noté et que ça, parce que depuis quelques années justement on avait de bons résultats et ça nous avait permis d'avoir une 3e équipe depuis 2 ans qui fait un tournoi wildcard. Et si nos 2 équipes venaient à ne pas se qualifier, et ça pourrait être remis en question. Alors peut-être pas immédiatement cette année, mais il faudrait pas que ça se reproduise 2 ou 3 années de suite. Ouais, effectivement, ça pourrait être compliqué prochainement. Si, je pense qu'il y a vraiment un classement par rapport à ça, et que on est tributaire justement de nos résultats des équipes engagées. Donc ça pourrait être vraiment. Donc il faut au moins que nos équipes engagées passent cette phase de poule. Donc Montpellier a de grandes chances maintenant avec ce résultat à l'extérieur. Chambéry, voilà, ils sont pas maîtres de leur destin, ils pourront l'être si. Et malgré tout, malgré le fait que ça se passe pas très bien pour les clubs français cette année, s'ils arrivaient à se qualifier et que la formule ne changeait pas, on pourrait avoir peut-être 3 clubs en Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que imaginons Paris, Chambéry, premier, 2e, et Montpellier, 3e, je l'espère pour eux, jouant un tournoi wildcard pour être versé en Ligue des Champions. Ce serait fort possible que, contrairement à Dunkerque et Saint-Raphaël les 2 années précédentes, ils arrivent à se qualifier et on aurait donc 3 clubs en Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai que pour Saint-Raphaël, c'était pas passé loin. Donc voilà pour le prochain match de Montpellier, chers amis. Voilà, ils reçoivent maintenant le Partizan de Belgrade. Donc ils auront leur maillot, leurs chaussures, etc. C'est vrai que ça aurait pu voyage assez mouvementé, mais ils ont réussi à redresser la barre. Alors sur le chat, on nous dit un très bon Dragan Gajic, un excellent Michael Guigou. Alors Michael Guigou, on aurait dû le recevoir, mais voilà.
voilà, leur avion, Mika, a atterri à 19h, donc c'était compliqué. Mais il sera probablement là la semaine prochaine. Voilà, donc avant-première, la semaine prochaine. Alors, on parle au conditionnel, mais grande chance d'avoir Michael Guigou, donc vous pouvez déjà préparer vos questions. On aura la chance, en espérant que ça marche mieux que Luka Karabatic, et on s'en excuse encore, chers auditeurs. On remettra ça, hein, promis, très bientôt. On va passer à la Pro D2 dans quelques instants. Sébastien nous rejoindra. Alors il y a eu quelques petites surprises quand même en Pro D2. Champion des matchs à l'extérieur. Ouais, voilà, exactement. Donc on va pas en dire plus. On va attendre. Seb, alors vite fait, la LNH. Quand même, messieurs, prochain match, on va peut-être en parler aussi. Donc Benoît, on l'a dit face à Créteil, me semble-t-il. Ah voilà, Sébastien Mangin est là, donc il n'y a même pas besoin de parler. Non, vas-y, continue. Oui, donc je te disais, Benoît, prochain match face à Créteil, vous l'abordez pour recommencer, j'ai envie de dire, une nouvelle série. Ça va être un match compliqué. Vous y allez dans quel état d'esprit? Là, on est plus que revigoré après cette belle sortie face à Saint-Raphaël. Donc, là... Ça serait quand même une contre-performance de perdre là-bas. Du coup, vu la prestation que vous avez fait. Complètement, oui. On y va complètement dans un état d'esprit de conquérant et d'enchaîner, comme je disais tout à l'heure. Il nous faut enchaîner et à l'extérieur pour pouvoir se placer correctement dans ce championnat et sur la durée dans ce haut de tableau. Donc ça passe par des victoires à l'extérieur. Donc c'est sûr que ce serait une contre-performance d'aller perdre à Créteil, c'est évident. Et vous, Mika, il me semble que vous avez coché peut-être. Ouais, vous allez à Cesson et il me semble que vous avez peut-être coché sur votre calendrier qu'il y aurait des points peut-être à prendre, surtout si Luka Karabatic aura la chance de jouer. Oui, écoute, c'était pas forcément... Non, depuis quelques semaines, on voit que Cesson est vraiment sur une bonne dynamique, donc c'est pas forcément un match qu'on a coché, mais maintenant, on a vu que depuis 1 ou 2 semaines, ils ont des résultats un peu plus... même s'ils continuent de gagner, c'est un peu plus difficile pour eux. Ils ont été gagnés d'un but seulement à Billières, donc sans ôter les qualités de cette équipe de Billières, je pense que ils ont peut-être un petit passage à vide, donc comme nous, je pense qu'on est un peu au top de notre forme depuis le début de la saison. Là, on arrive vraiment dans la partie du championnat où on a besoin de prendre des points et on a envie de montrer qu'on n'est pas là pour rien. Je pense qu'on a une carte à jouer. Alors maintenant, on va pas s'enflammer, ça reste Cesson à l'extérieur. On va voyager dans la journée, ça va être difficile, mais on n'y va pas en victime et on a vraiment envie de prendre des points sur cette journée. À quand des vrais déplacements pour Aix? Non, Telle est la question. Non, mais je sais qu'il y a des dirigeants d'Aix qui écoutent, donc c'est pour ça, c'est des petits. On peut absolument rien dire parce qu'on a eu le meilleur déplacement à Nantes, où on a été prendre la plus grosse valise de l'année. Donc on était parti la veille en avion, l'hôtel, la journée de l'entraînement le soir, tout parfait. Et on s'est fait éclater. Donc maintenant, on n'a plus rien à dire. Superstitieux. C'est pas de la superstition, c'est juste que quand on a des qualités de déplacement, faut assumer le minimum syndical derrière. Et si on le fait pas, après, il faut pas s'étonner de voyager un peu plus difficilement. Mais ceci dit, c'est un voyage en avion le matin. On va arriver assez tôt. On va arriver directement à Rennes. Donc ce sera pas non plus, si tout se déroule correctement, s'il n'y a pas de grève, s'il n'y a pas d'oubli de véhicules, ça devrait ne pas être trop difficile comme journée quand même. Et ton maillot et ton short dans ton sac à dos. Oui, et mes chaussures aussi. Alors, avant de passer à la Pro D2, il y a quand même 2 gros matchs, Dunkerque-Toulouse et Nantes-Montpellier. Voilà, c'est dit. Allez, Sébastien Mangin nous a rejoint. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Alors Sébastien, on va commencer forcément par vous. Chartres qui prend un point à Gonfreville. Gonfreville, une équipe quand même qui s'est bien remis dans ce championnat après un début très très difficile. Ouais, effectivement. Si on nous avait demandé avant le match, est-ce que le match nul nous allait, on aurait sûrement dit non, parce qu'effectivement, on se déplace chez un promu. Qui occupe actuellement le bas de tableau. Ils ont quand même fait 2 bons résultats sur leur dernière sortie.
notamment chez eux contre Ponto où ils gagnent à la dernière minute, enfin, au gong. Mais après sur la physionomie du match, très honnêtement, le match nul on prend parce que on était encore mené de 2 buts à 2 minutes de la fin, 21-19, et puis on finit à 21 partout. Donc effectivement, c'est un peu compliqué. On a été mené 8-3 en première mi-temps. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour se mettre à l'abri ensuite en deuxième quand on est repassé devant. Et puis c'est une équipe valeureuse qui se bat avec ses qualités, avec de bons joueurs qui lâchent rien. Et je pense qu'ils vont embêter encore pas mal d'équipes cette saison. Alors, je sais qu'il y a des supporters de Chartres qui nous écoutent. Il y a des pseudos qu'on reconnaît sur le chat. Et puis, grâce à ce petit point, vous prenez quand même seul la 3e place du classement. Donc, c'est pas mal pour Chartres. Bah ouais, effectivement, parce que dans le même temps, il y a eu donc Vernon qui a perdu contre Nîmes. Du coup, effectivement, on se retrouve seul 3e avec un petit point d'avance sur Vernon, Massy et Istres qui sont juste derrière. Et on est encore à 3 points de Nîmes et de Mulhouse qui sont tous les deux premiers actuellement du championnat. Alors je crois que Benoît avait quelques petites questions. Je voulais juste savoir si tu avais fait la paix avec Zoltan là, pour ces problèmes de 2 postes. Tout à fait. Je m'étais déjà rassuré alors. Par mail, je me suis encore excusé lors de la poignée de main protocolaire. Et après, c'était pas forcément pour m'excuser, mais il a fait une bonne performance ce week-end en faisant 6 sur 8. Donc, je vous en redirai un petit peu plus à la fin sur le set de la semaine de Pro D2. Et puis, on va commencer. Nîmes. Ouais. Nîmes a été quand même battre Vernon, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, effectivement, Nîmes s'impose dans un match très serré finalement, et les gardiens des deux formations sont distingués. Idrissi qui fait 20 arrêts et Nkuga qui fait 21 arrêts, donc les deux portiers exceptionnels. À noter quand même que Nîmes se sera déplacé à la fin des matchs allés à Istres, à Massy, à Vernon et à Chartres. Il leur reste là Dijon avant la trêve. En fait, ils n'auront reçu que Mulhouse, des équipes qui sont actuellement en tête depuis le début de la phase allée. Donc autant vous dire que si les Gardois finissent premiers comme ils le sont à l'heure actuelle à la trêve, ils seront difficiles à aller chercher en deuxième partie de saison puisqu'ils recevront les principales équipes de tête. Et Vernon, avec cette défaite, stoppe sa série de victoires, mais avec leur bonne série précédente, ils restent quand même dans le coup pour les playoffs, bien calés à la 4e place. Alors, une autre équipe qui s'en est pas sortie par contre, et ça c'est une grosse surprise, c'est Mulhouse qui est toujours second, mais qui a perdu contre le dernier de la classe, Semur. Ça, c'est une surprise, 31-32. Ouais, effectivement, grosse surprise. Semur qui gagne la semaine dernière contre Dijon dans le derby bourguignon, ça a dû les relancer devant leur public. Ils ont été faire une perf là, à l'extérieur chez le premier. Mulhouse aura finalement mené tout le match. Car après un début appliqué des Alsaciens, ils basculent avec 3 buts d'avance à la pause, menant même de 4 buts à la 45e minute. Mais Mulhouse montre tout de même des signes de faiblesse à ce moment-là, des signes d'énervement qu'il n'avait pas montré en première mi-temps. Semur a eu le mérite à ce moment-là de ne rien lâcher et s'offre le luxe de revenir à égalité juste avant le début du Money Time, à la 54e minute. Et c'est à ce moment-là que, à mon avis, le contexte du match, comme on l'avait rappelé la semaine dernière, le premier contre le dernier, pèse sur le moral des Mulhousiens et encense finalement les Bourguignons qui sentent que le coup est jouable. Abdullah Issar, une fois de plus, donne l'avantage à 1 minute de la fin pour Semur. Et Jono a un penalty pour égaliser à 15 secondes à la fin, mais Benkala le sort. Et du coup, on voit bien que Semur a eu le mérite de s'accrocher jusqu'au bout pour faire fructifier sa position d'outsider dans les 5 dernières minutes. Ouais. Heureusement que Gonfreville a pris un point, autrement il se serait retrouvé relégable. Ouais. Besançon-Valence, justement, on parlait des derniers. Besançon qui a perdu sur son terrain face à Valence 26-28. Rien ne va plus du côté de Besançon, ça va être dur. Voilà, c'est compliqué, une fois de plus à domicile, 3e défaite à domicile pour Besançon, ils se retrouvent donc avant-dernier, donc relégable. C'est un début de saison catastrophique pour les Bisontins, du coup c'est le maintien qui prédomine maintenant dans les discours des différents dirigeants et non plus ce fameux top 5 synonyme de play-off, comme il l'avait souligné en début de saison. Cette saison finalement a mal débuté avec de nombreux blessés.
Du coup, c'est un petit peu la spirale négative qu'on rappelle souvent, c'est-à-dire qu'on tire sur les mêmes, les joueurs encore valides, et du coup, ben, ce sont eux qui se blessent quand les convalescents reviennent de blessure. Et du coup, comme on peut dire, un début de saison assez catastrophique pour Besançon. On se demande un petit peu comment ils vont s'en sortir. Puis Valence, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui gagne des petits matchs de temps en temps à l'extérieur comme ça. Ils se replacent à la 10e place. Ils font un bon début de saison, les Dromois. Ouais, surtout que Besançon se déplace à Nîmes, donc ça va être compliqué pour la prochaine journée. Ponton-Combo-Angers, victoire de Angers. Pareil, une petite surprise face à Ponto. Ouais, ça commence à sentir le roussi pour Ponto. Une fois de plus, c'est une période de disette offensive qui aura eu raison des Franciliens sur la deuxième mi-temps, comme ça avait été un peu le cas contre nous, impossible de marquer pendant plus de 10 minutes. Mais ce qui semble plus grave, c'est que l'infirmerie se remplit après cette défaite. Effectivement, Kodjanin, l'arrière droit yougoslave, s'est blessé au genou. Alors on parle au pire des croisés, et puis ils espèrent finalement juste une lésion du ménisque. Adriano Marlin s'est donné une entorse à la cheville, et donc ils viennent de rejoindre Demeyer, qui était déjà indisponible depuis le début de la saison et encore pour quelques mois. Donc ça semble un petit peu compliqué pour l'équipe de William Holder, mais on espère qu'il trouvera les ressources pour aller gagner la semaine prochaine, même si ce sera compliqué, mais à Massy, dans un contexte difficile, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont trouver les ressources mentales pour aller s'imposer. De son côté, Angers semble plus à l'aise à l'extérieur, mais tout de même avec un collectif impressionnant, les Angevins pourraient devenir redoutables sur la deuxième partie de saison. Si on se dit que si la mayonnaise arrive à prendre et qu'ils arrivent à être un petit peu plus réguliers, ça risque d'être difficile. Ils ont quand même fait de grosses performances, notamment en allant gagner à Mulhouse. Alors tu parlais de Massy. Dijon, la mayonnaise. Tiens, on finira avec. Juste, il y a eu une grosse colère de William Holder. J'ai lu ça, je sais plus, j'arrive plus à le retrouver, mais apparemment il était très agacé par rapport à la performance, je pense, de ses joueurs. Ouais, j'ai pas lu ce fameux article, mais je sais qu'il était assez insatisfait du comportement, notamment offensif sur les moments clés. Ce match, forcément, je ne l'ai pas vu, mais j'étais au match contre nous, et c'est vrai que contre nous, c'était quand même assez marquant de voir que il trouvait parfois les solutions en attaque, mais les shoots étaient même pas cadrés. Et puis ensuite, c'était des passages en force, des pertes de balles, et donc du coup des ballons clairement rendus à l'adversaire. Ça va être compliqué. Tu parlais de Nancy tout à l'heure, Sébastien. Massy, pardon. Massy qui s'est bien repris après une période difficile. Belle victoire, 29-26 à Nancy. Ouais, effectivement, Nancy n'y arrive pas à domicile, décidément. 5 défaites sur 6 matchs. La pression est peut-être un petit peu trop dure à supporter pour les joueurs dans leur salle à Nancy-Vendeuvre. Toujours est-il que Massy profite de cette aubaine pour se replacer en 5e position. Pourtant de mener de 8 buts à un quart d'heure de la fin. Les Lorrains ont trouvé les ressources pour égaliser à 3 minutes du terme. Mais dans l'incapacité de marquer dans le Money Time et pas aidé par ses gardiens, je me permettrai pas, mais c'est Dixit Thierry Tony, l'entraîneur de Nancy, qui a stigmatisé un petit peu les défauts de ces deux gardiens. Mais bon, du coup, le résultat est le même. C'est une nouvelle désillusion pour Nancy, qui n'arrive pas à s'imposer à domicile. Donc ça commence un petit peu à être compliqué pour cette équipe lorraine. Ouais, il va avoir un match important. Semur-Nancy la semaine prochaine, c'est un match qui va valoir cher. Le dernier match. Allô. Oui. Houston. Vous Oui. nous recevez. Ah oui, pardon, oui, non, je disais, messieurs, problème de micro, je disais il allait avoir un match, Sébastien, la semaine prochaine, Semur-Nancy, qui va valoir très très cher. Ouais, effectivement, c'est un match de mal classé. Donc, disons que Semur part un petit peu avec l'avantage avec ses 2 dernières victoires. Ceci dit, Nancy avait réussi à s'imposer à Angers, donc il semble complètement décomplexé à l'extérieur, avec l'absence de pression du coup peut-être de leur public à domicile. Parce qu'on souligne que quand même contre Massy ce week-end, il y avait plus de 1000 personnes dans les tribunes à Nancy. Donc on espère qu'ils seront décomplexés à Semur le week-end prochain, enfin dans 15 jours. Et le dernier match qui va pas faire plaisir à Benoît Perabou, Dijon s'incline à domicile face à Istres.
Bah ouais, effectivement, malgré un score serré, la physionomie du match a été tout autre, car les Provençaux ont mené largement une bonne partie du match. Heureusement que le portier dijonnais Nebojša Stojinović s'est illustré contre son ancien club français. C'est le premier club dans lequel il a joué quand il est arrivé en France en 2001. Sinon, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. Bonne foi, par contre, le portier istréen, lui aussi, a écœuré les attaquants bourguignons. Du coup, Istres passe devant Dijon au classement. Dijon reste sur 2 défaites après celle dans le derby la semaine dernière. Donc au classement... J'étais plutôt istréen cette fois-ci. Bah, Ça s'appelle Jean-Michel, je retourne ma veste. Donc un petit point sur le classement, Sébastien. Chartres a fait une bonne petite opération. Ça bouge Finalement, pas trop. Voilà. finalement, oui, même si effectivement on aurait préféré gagner, l'emporter, on aurait pu prendre un petit peu plus d'avance sur le petit groupe de Vernon-Massy-Istres et se rapprocher un petit peu plus de Nîmes-Toulouse. Donc Nîmes et Toulouse avec 26 points, ensuite Chartres seul troisième avec 23 points. Donc on le rappelle, un petit groupe composé de Vernon-Massy et Istres 4, 5, 6 à 22 points. Ensuite on a Dijon et Angers 7e et 8e 21 et 20 points. Et ensuite, Ponto, finalement, qui fait vraiment la mauvaise opération, qui se retrouve dans le groupe du bas de classement avec Ponto, Valence, Nancy, Gonfreville, Besançon et Semur qui se tiennent en 3 points de la 9e à la 14e place. Donc là, c'est le petit groupe qui a un petit peu décroché du reste pour les playoffs. Alors en ce qui concerne votre équipe, Sébastien, Chartres va recevoir Vernon et ça, pareil, ça va être un match important. Chartres peut vraiment faire le trou par rapport à Vernon. Oui, effectivement. Alors, on rappelle qu'il y a un tour de Coupe de France la semaine prochaine. Donc, 1er décembre. tous les matchs dont on va parler seront le week-end du 1er décembre, dans 15 jours. Donc, il sera intéressant de voir un petit peu la façon dont les équipes vont gérer leur tour de Coupe de France. Je pense que ce sera différent pour des équipes comme Ponto qui ont beaucoup de blessés. Je ne suis pas forcément sûr qu'ils la jouent à fond. Mais bon, ce serait intéressant de voir les dynamiques aussi, puisque c'est jamais bon de lâcher des matchs dans la dynamique positive. Donc, effectivement, nous, la semaine prochaine, dans 15 jours, par contre, on reçoit Vernon, qui a perdu ce week-end contre Nîmes. C'est la 3e place qui est clairement en jeu, donc ça va être un gros match. Même si pour moi, le gros match de cette 11e journée, c'est plus Istres-Mulhouse. Istres, ancien pensionnaire de LNH, qui reçoit Mulhouse. Premier ex-aequo. On a Nîmes-Besançon, donc un retour enfin à domicile pour les Crocos après 2 déplacements à Chartres et à Vernon. Valence-Dijon, Dijon qui doit redresser la tête à l'extérieur, ce sera pas facile parce que c'est compliqué d'aller gagner à Valence. Angers-Gonfreville. Enfin, peut-être une confirmation pour les Angevins dans leur salle à Jean-Bouin devant leurs spectateurs. Semur-Nancy, on le rappelait tout à l'heure, un duel de mal classé. Massy-Ponto, on se demande si Ponto aura le temps de penser les blessures physiques, mais surtout mentales de ces dernières semaines. Et puis, un petit mot quand même sur le meilleur joueur de Pro D2 qui a été élu par Hand Planet et PK1 notamment. Est-ce que Toi qui dois t'occuper de l'invité pour la semaine prochaine, hein, Blond. Voilà. Comment ? Toi qui dois t'occuper de l'invité pour la semaine prochaine. Je vais essayer de vous faire ça. Donc, est-ce que c'est un choix logique ou pas d'avoir élu... Alors attendez, j'ai perdu son nom, je l'avais sur une feuille. Julien Rebichon. Voilà, Julien, voilà, exactement. Donc, choix logique ou pas, comme on peut mettre en doute aussi un peu ce système de vote. C'est vrai que c'est ceux qui ont plus d'amis qui gagnent, qui n'est pas forcément non plus le meilleur. Donc, Sébastien, votre avis là-dessus ? Ouais, non, c'est bien que le public ait la possibilité de voter. Effectivement, il a été soutenu par les Nîmois. On sait que les Nîmois sont de fins connaisseurs de handball, mais moi, ça me surprend pas. C'est un joueur qui a fait un très bon mois, qui méritait déjà d'être nominé. On l'avait nominé dans le set de la semaine. Et du coup, non, pour moi, c'est une remise qu'il mérite. Et je pense qu'on sera amené à parler de ce jeune joueur dans les prochaines années. On va finir par le set de la JPH, qui a été très rapide, qui est déjà sorti en plus. Ouais, effectivement. Donc pour le set de la semaine de la Pro D2, on a donc à l'aile gauche Junior Réau qui revenait de blessure, qui a fait 12 sur 16.
Ensuite, Bram de Witt de Semur qui signe un 9 sur 12 et qui a largement contribué à la victoire de son équipe contre Mulhouse. Demi-centre, un habitué du set de la semaine, Jordan Perrono, l'Istréen, qui a fait 7 sur 10. En pivot, un petit peu moins habitué, mais Marco Poletti qui a fait aussi 7 sur 10 sur le poste de pivot. Réussir à se procurer 10 tirs au poste de pivot, c'est déjà une performance. Nikolic, qui n'a pas forcément eu un bon pourcentage au tir, mais qui caractérise un petit peu la victoire des Angevins à Ponto et qui a mis 7 buts. Mathias Soltan, donc qui est cette fois-ci à son poste, donc sur le poste d'ailier droit, donc l'ailier droit de Gonfreville, qui a fait 6 sur 8 ce week-end contre Chartres. Et dans la cage, moi, j'ai beaucoup hésité entre Nkuba ou Idrissi. Donc Idrissi, effectivement, a fait un arrêt de moins. Mais bon, Idrissi a gagné. Puis en plus, c'est un petit peu anecdotique, mais il a fait une passe décisive. Donc il a dû faire une relance validée par un but. Voilà. Et puis on va finir avec le set de la LNH, pardon. De la LNH, effectivement. Alors Baptiste Buteau qui perd contre Chambéry, mais qui revient de mieux en mieux après sa blessure, qui fait 9 sur 12 sur l'aile gauche. Ouais. Arrière gauche, un Tremblaisien, Audrey Tuzolana, qui fait un joli 7 sur 12. Et on a voulu aussi un petit peu célébrer cette grosse victoire de Tremblay contre Saint-Raphaël de 13 buts. Demi-centre, l'éternel Edin Bazic qui a encore marqué 10 buts ce week-end contre Dunkerque. Au poste de pivot, Grégoire de 13, 100%, 5 sur 5. Arrière droit, Makeda, l'arrière droit nantais qui fait preuve vraiment de régularité, de puissance. J'ai vu le match en direct, il semble parfois inarrêtable. À l'aile droite, Dragan Gajic, 9 sur 12, toujours autant insolent de réussite. Et au poste de gardien, pour la deuxième semaine consécutive, Cyril Dumoulin, qui fait 23 arrêts et qui revient bien en forme après un début de saison un petit peu plus compliqué. Il prouve son statut d'international. Ouais, effectivement, un beau set de la semaine que pas mal d'entraîneurs vous enviraient. Je pense qu'on a été complet, Sébastien. Donc la semaine prochaine, on essaye d'avoir Julien Rebichon pour une petite interview, hein, le meilleur joueur de Pro D2 du mois d'octobre. Pour Chartres, alors c'est une petite équipe que j'arrive même pas à prononcer le nom. Vous jouez en Coupe de France, Sébastien? Rosé. Voilà, donc est-ce que la banlieue nantaise. Est-ce que tu en sais un peu plus? C'est une équipe de quelle division? National 1 qui est montée l'année dernière de National 2, qui a un petit peu de mal actuellement en ce début de championnat, mais comme on le sait, la coupe c'est toujours compliqué, donc on va essayer de faire une bonne semaine pour bien se préparer. On joue dimanche à 16h là-bas. Donc un match vraiment est-ce que ça va être l'équipe titulaire alignée ou alors il y aura des mises au repos? Est-ce que Charles va vraiment la jouer? Non, si mises au repos il y a, ce sera parce qu'il le faut et non pas pour profiter de ce match pour souffler. C'est que des joueurs auront sûrement besoin pour cause de blessure, je m'entends. Mais sinon, non, on y va pour jouer le coup à fond, pour gagner. On n'y va pas pour balancer la coupe. Voilà, ça c'est dit. Écoute, merci Sébastien d'avoir été avec nous. Je sais que faut que tu files tout de suite parce que tu viens à peine de finir l'entraînement. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite interview avec le meilleur joueur de Pro D2, Sébastien. Ça marche, je vais essayer de le trouver. C'est dur, là, faut trouver dans le sud, je connais pas trop en plus là-bas. On va remercier aussi Benoît Perabou. On espère également un excellent match face au derby un peu francilien face à Créteil. Benoît, bon match et puis à la semaine prochaine. Merci et puis à la semaine prochaine. Merci à tous les auditeurs, de plus en plus nombreux en plus, qui nous rejoignent, et des anciens handballeurs. Donc une petite dédicace à Toff qui est avec nous ce soir. Et puis on connaît très bien aussi. Oui, très bien. Et puis le retour de Stan qui, on le sait, on le retrouve tous les mercredis dans Liberté pour les auditeurs. Stan, un petit mot sur le programme de mercredi?
Mercredi, on parlera de Montpellier, on parlera de Paris, on parlera un peu de tout le monde. Donc, comme d'habitude, l'émission de la libre expression. Donc, je vous y invite dès mercredi, 20h, 21h30. Et bien sûr, toujours content et heureux de faire cette émission avec vous. Donc vous l'avez compris, alors on nous demande Nico Karabatic un de ces jours. On l'a déjà eu l'année dernière, mais on espère l'avoir encore parmi nous, pourquoi pas prochainement. Alors on avait décidé avec l'équipe d'avoir Nico Karabatic, mais après tous ces problèmes, on voulait pas l'avoir. Voilà, on voulait faire comme Lucas, parler que du terrain. Donc ça va se faire. Mais vous l'avez compris, Michael Guigou normalement avec nous la semaine prochaine et le meilleur joueur du mois d'octobre, Julien Robichon, qui sera également parmi nous. On s'excuse encore, chers auditeurs, vraiment pour les problèmes techniques qu'on a eu avec Lucas. On le réinvitera. Alors le podcast, forcément, il n'a rien donné. C'est pas la peine que vous essayez de retrouver ce qui s'est dit. On essaiera vraiment de l'avoir dans des meilleures conditions. Je remercie également, je sais que je mets un peu de temps, mais j'espère ne pas en oublier, Sabine, Muriel, Pierre, Marie Montigny, Julie Massy, et je pense que j'ai fait le tour. C'est des gens qui en off nous aident à faire en sorte que le handball soit vraiment une vitrine du côté d'RTS, et surtout pour Handé, des e-reporters, et puis des personnes qui s'occupent gracieusement, ça il faut le dire, bénévolement, de la page Facebook et des interviews. Voilà, c'est fait. Je pense qu'on a été complet. Benoît, Sébastien qui est parti, donc Benoît et Stan. On se retrouve encore lundi avec Michael Hilles qui nous a quittés un peu plus tôt dans la soirée. Merci à tous. C'était pour une raclette aussi. C'était pour une raclette, donc ça on les. Je vais juste vérifier qu'elles ont bien reçu les cartes. Alors Sabine a bien reçu les cartes, Benoît, c'est du direct, mais Muriel ne les avait pas encore samedi, donc est-ce qu'elle les a reçues? On va le savoir, elle va nous répondre sur le chat. Allez, on se quitte forcément avec de la pub.